Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 23 décembre 2022, une date importante pour le compte de la vie nationale, civile et politique ici au Bénin. Le 23 décembre qui marque l'ouverture de la campagne électorale dans le cadre des élections de janvier prochain, le 8 janvier. Les Béninois seront conviés aux urnes pour aller évidemment choisir leurs députés. Ils vont renouveler leur parlement. On en parle dans cette édition, mais le sujet phare, en tout cas pour nous autres hommes des médias, hommes du quatrième pouvoir, dit-on, vraiment un pouvoir qui est mis à rude épreuve en ce moment précis, où nous avons notre confrère qui, ma foi, est en train donc d'en découdre avec la justice pour une de ses productions. Une production qui est passée sur sa radio, Crystal News, qui est une radio qui émet en ligne, une production dans laquelle la police républicaine est mise en cause pour certains faits. Nous n'allons pas évoquer dans cette émission le fond de cette, puisque l'affaire est pendante devant la justice, mais quand même, on ne peut pas en parler parce que c'est quand même un journaliste et qui donc est, j'allais dire, en situation difficile, en situation délicate dans l'exercice de sa profession. Pour parler de tout ceci ce vendredi, j'ai avec moi Romuald Lobo. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs, bonjour à tous nos compatriotes au Bénin et bonjour également à nos compatriotes de la diaspora. Romuald Lobo, vous êtes journaliste, vous êtes formateur, vous êtes enseignant à vos heures perdues. Je sais que vous êtes un débatteur fin, un débatteur accroché, surtout quand il s'agit des questions, on va dire, au plan national et même international. Romuald Lobo, quel effet cela vous fait d'être sur point 7 pour la toute première fois? J'avoue que je suis honoré personnellement. La presse également s'honore de l'invitation que vous m'avez adressée confraternellement. Point 7, c'est une émission que j'ai l'habitude de suivre, une émission assez très bien conduite, professionnellement bien conduite. C'est tout heureux pour moi de découvrir votre somptueux studio et de prendre part au débat de ce jour. Je crois qu'on ne va pas s'en arrêter là et que l'invitation sera plus ou moins régulière pour décrypter l'actualité à vos côtés le plus souvent. Je ne sera qu'une bonne affaire pour nos auditeurs qui sont vraiment friands des bons débats, des sujets pointus, des sujets qui franchement permettent d'aller au fond des choses sans la gueule de bois. Cette émission qui d'ordinaire est tenue par quand même de grands noms de la presse nationale. Hilarion Kenyon, à qui je fais un gros coucou, Julien Kitty qui aujourd'hui est appelé à d'autres combats, j'espère qu'il nous reviendra juste après, et bien d'autres, Casimir Pedjo, Souberou Mouda, et j'en passe. Aujourd'hui, vous, Romuald Lobo, et l'embellie dans tout ceci, c'est que vous serez seul dans ce studio, parce que votre challenger, votre vis-à-vis a, semble-t-il, comment dirais-je, décliné l'offre à la dernière minute. De toute façon, on continue de le joindre. S'il vient, il va intégrer cette émission. Donc c'est à vous d'avoir le crachoir, tout le crachoir aujourd'hui. Oui, vous avez cité de grands noms de la presse, de grands noms que je salue au passage. Julian Kitty, Kazmik Pedjo, Monachiro Souberou, c'est quand même des confrères assez compétents, assez talentueux, à qui je fais un clin d'œil dans cette émission-là. Il y a tous les autres confrères dont on ne se rappelle pas forcément des noms qui sont passés ici. Mon vis-à-vis qui devrait être avec moi ce matin, bon, il doit forcément avoir des raisons de convenance personnelle, je suppose, mais vous conviendrez avec moi que parler par ces temps-ci au Bénin n'est pas forcément facile. Il faut avoir les couilles, il faut avoir le courage, il faut être
muni de son manteau de journaliste pour pouvoir libérer la parole, pour pouvoir parler, pour pouvoir décrypter. Mais je voudrais simplement inviter nos dirigeants, nos gouvernants à comprendre que parler, faire des observations, critiquer de façon positive, de façon objective, construit la nation. C'est de ces critiques-là qu'ils pourront tirer l'essentiel pour réajuster les politiques de développement. Le Bénin nous appartient à nous tous. Nous, journalistes, nous sommes éclaireurs de conscience. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Et donc, nous ne pouvons pas travailler à détruire l'image de notre pays, à tuer notre pays. Non, nous n'avons pas reçu mandat pour ça. Nous n'avons pas mission, à détruire le Bénin. Pas du tout. Notre formation professionnelle nous l'interdit. Nous l'interdit d'ailleurs. Nous avons la loi qui encadre l'exercice de notre métier de journaliste qui nous l'interdit fortement. Et donc, à partir de ce moment-là, nous nous en tenons aux dispositions légales en vigueur pour exercer. Et de tous les commentaires, aucun commentaire n'est malveillant. Il suffit juste de voir, de tirer de ces commentaires ce qui est positif et de faire des réajustements possibles pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce que si nous tuons le Bénin, nous n'avons pas de nationalité, nous irons où? Que nous restera-t-il? Que nous restera-t-il? Où irons-nous? Voilà, belle question. Donc, nous attirons l'attention de nos gouvernements sur des faits sur lesquels ils doivent travailler, ils doivent mener des enquêtes et prendre des décisions salutaires qui engagent l'avenir de notre pays, qui travaillent dans le sens de développer notre pays pour que le Bénin continue d'être cité comme l'enfant modèle de l'Afrique francophone. Omer Logbo, j'apporte un peu de l'eau à votre moulin. Le journaliste n'est pas formé pour détruire, pour faire mal. C'est un métier noble du reste humain qui n'est pas appelé à forcément faire plaisir. Et pour garder, sauf un peu les règles de cette profession, je crois que c'est encore entre nous-mêmes que nous avons pu initier ce tribunal des pairs qu'est l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui veille sur la citadelle, on va dire, et qui n'hésite pas à condamner ceux parmi nous qui enfreignent les règles. Nous avons des fêtières. Nous avons également des associations professionnelles spécialisées pour quand même pour toujours vraiment veiller sur la bonne pratique de la profession. C'est vrai qu'il arrive des moments où il y a des problèmes, en tout cas il y a des obstacles qui s'érigent, et puis il y a aussi, comment dirais-je, quelques grains qui se glissent dans la machine et qui donc viennent créer quelques problèmes, mais ensemble encore entre nous, on essaie toujours de trouver la formule. Aujourd'hui, Vigile Armancet est dans de beaux draps. Il a été convoqué à la criette et il a répondu. Pardon, mardi à mercredi, il est passé en garde à vue aujourd'hui, jeudi où nous enregistrons cette émission pour être diffusée vendredi. Il est devant la criette. D'abord, je dois préciser, je dois faire observer que le journaliste béninois n'est pas un journaliste kamikaze. Nous ne faisons pas du journalisme kamikaze au Bénin. Deuxièmement, je voudrais saluer la lucidité avec laquelle nos aînés, nos doyens dans la profession ont mis des balises, ont pensé à mettre des balises pour que le journaliste ne se retrouve pas systématiquement en cas de délit de presse devant un tribunal. Voilà. C'est pour cela, vous l'avez si bien rappelé. Encore moins dans les liens de la justice. Dans les liens de la justice. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez bien fait remarquer que nous avons l'ODEM qui est le tribunal des pairs et qui convoque, qui joue quasiment un peu le rôle du tribunal qui interpelle, qui convoque les confrères et qui les écoute et qui les sanctionne au besoin. Donc, il y a ce qu'on appelle l'autocensure chez nous, qu'on appelle l'autorégulation. C'est l'exception, le tribunal, en principe, parce que nous avons la RAC aussi, qui a pour mandat d'auditionner des journalistes et, au besoin, de les sanctionner, de fermer les entreprises de presse.
Donc, il y a des balises. Ce qui est très grave quand même pour le promoteur, pour les journalistes, Exact. parce que si on ferme votre espace d'exercice, c'est que franchement vous n'êtes plus de la profession. Voilà. Donc c'est déjà une gravité, c'est déjà une sanction, c'est déjà une peine hein, qu'on vous mette au chômage technique parce que vous avez commis une faute grave, une faute professionnelle grave. Nous avons l'autorégulation, la HAC, nous avons le tribunal des pairs, l'ODEM. D'accord? Donc, c'est l'exception qui doit être le tribunal. Et moi, je continue de dire, quand on envoie quelqu'un en prison, c'est qu'on a épuisé toutes les voies. D'accord? La prison doit être l'exception. La pédagogie doit précéder la prison. Donc, je n'apprends pas aux magistrats, aux juges leur travail, mais j'estime que avant de jeter quelqu'un en prison, avant de prononcer le mandat de dépôt de quelqu'un en prison, il faut avoir été pédagogique d'abord. Parce que on dit dans notre coutume, dans notre tradition au Bénin, que le vaudou qui n'avertit pas ne tue pas. Oui. Il faut avoir avertir, il faut avoir informé d'abord avant de sanctionner. Exactement. Donc, c'est la pédagogie. C'est la démarche pédagogique. Et vous avez fait bien également de rappeler dans vos propos tout à l'heure que le journalisme, les médias ou la presse au Bénin n'est pas un secteur ex nihilo dans lequel on a des brebis galeuses. C'est pas un secteur dans lequel on commet exclusivement des fautes, des délits. Non. Croyez-moi, quand vous prenez la médecine, des gens sont morts par erreur médicale tous les jours. Vraiment. Et on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. On n'a même pas un rapport médical qui sanctionne le décès. Sur la question. Moi, je vous raconte une petite anecdote. Un médecin béninois très compétent qui a été formé à l'extérieur comme la plupart et qui évidemment a passé de nombreuses années notamment à faire sa profession là-bas et entre-temps a été appelé au Bénin. Il a été surpris que des gens aient perdu leurs parents parce qu'il y a eu erreur médicale et que ce soit ces parents-là qui s'en remettent à Dieu. Il dit, mais chez vous ici, tout le monde n'est que croyant. Mais si vous ne réagissez pas contre ces erreurs médicales, pensez-vous que ça puisse avoir une solution un jour? Il faut savoir poser la question. Il était tellement irrité, il était outré. Et il dit, mais si j'en avais la possibilité, moi-même, j'allais porter plainte à la place de ces parents-là. Voilà. Donc, vous convenez avec moi que on n'a pas que la presse pour commettre des erreurs, des fautes. Même dans la police, on tue des gens totalement naïfs, innocents tous les jours, par erreur. Par erreur. Lorsque on a fini de faire les enquêtes, on comprend que ce sont des naïfs, ce sont des innocents, mais ce sont des victimes collatérales. C'est l'expression couramment utilisée pour justifier ça. On peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Peut-être que c'est une victime collatérale de l'intervention policière. Donc, on prend ça comme ça, puisque c'est ce qu'on nous sert tout le temps. Donc, c'est pour vous dire, je vous donne ces deux exemples. Il y a des gens aussi qu'on emprisonne sur des faits qui ne sont même pas avérés. Ou pour lesquels c'est pas eux, mais c'est des concours de circonstances qui ont fait croire peut-être que c'est eux. Tout récemment, quelqu'un s'est tapé 5 ans de prison. On l'a relaxé, on a dit infraction non constituée. Et on l'a relâché après 5 ans de prison. Oh là là. Mais il a purgé 5 ans. Est-ce qu'il y a des réparations de ce genre de choses dans ce pays? Vous allez trouver ailleurs, oui. Ailleurs, oui. Mais chez nous, sous nos tropiques, non. Je ne parle pas seulement du Bénin, mais je parle de l'Afrique. De façon générale, non. Mais en Europe, oui. Mais sous nos tropiques, c'est un rêve. Il a fait 5 ans gratuitement. Mais on se console en se disant, il est allé pour une recollection spirituelle. Peut-être qu'il aurait été hors de la prison, qu'il serait décédé. Ben oui. Voilà. C'est la bonne philosophie avec laquelle on prend ces choses-là par ici. Ces choses-là par ici, on se console avec ça. Donc, croyez-moi, tous les secteurs ont des problèmes. Ce n'est pas uniquement la presse. Vous avez parlé du cas de notre confrère Virgile, qui est le plat de résistance de cette émission. Parlons-en. Virgile Arouansè est un journaliste. Virgile Arouansè est un formateur. Virgile Arouansè n'est pas un débutant au niveau de la presse au Bénin. Mais alors là, pas du tout. Il a un parcours professionnel.
Virgile Larouancet est l'un des rares professionnels respectueux de notre code de déontologie et des tests qui régissent le fonctionnement, l'exercice de la presse au Bénin. Virgile Larouancet n'est pas un kamikaze. Virgile Larouancet n'a pas de casier judiciaire. Virgile Larouancet ne s'est jamais présenté devant la HAC pour être auditionné. La seule fois qu'il s'est présenté à la HAC, c'était dans le cadre d'une émission où il a reçu une dame de l'ODHP qui a fait des révélations sur les conditions de vie des prisonniers. Il a été interpellé. Comme par hasard. Comme par hasard. Il a été interpellé par la HAC. Après, la HAC lui a fait des recommandations. Mais il n'a pas été condamné par la HAC. Il a repris ses activités. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on reproche à Virgile la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. C'est le motif de sa garde à vue. Je voudrais rappeler... Pourtant, c'est sur sa radio, Cristal News, qui est diffusée en ligne, qu'il a diffusé sa production. Vous savez, je ne veux pas penser comme les autres qu'il y a très longtemps que Virgile est surveillé. Je ne voudrais pas réfléchir dans ce sens-là parce que je ne peux pas croire à ça ou je ne veux pas croire à ça, mais tout y concorde. Les déboires de Virgile n'ont pas commencé avec son arrestation, sa garde à vue. Moi, j'étais à la brigade criminelle, à la police judiciaire dans les villages de Sensad, là, à Blangandan. D'abord à 11h, c'était annoncé qu'il soit là à 11h. Après, ça a été déplacé à 16h. Il est venu à 16h avec ses avocats, Maître Akapo, Maître Baparapé, Maître Yénofan, Maître Keke, qui les a rejoints, Maître Bago Banabé. Voilà les avocats, les conseils de Virgile qui sont venus avec Virgile. L'audition a commencé à 16h30 pour finir autour de 22h30. Je voudrais, depuis votre micro, saluer et remercier la présence des confrères. Il y avait un parterre de confrères venus soutenir Virgile. Je voudrais faire un clin d'œil à Rémi Choubadé, à Jacques Bocco, à Marcel Zoumenou, à Rachida Ousso, à Didier, à Jean-Marie, à Josaphat Dabolino. Ils étaient quand même un certain nombre, un groupuscule de confrères venus le soutenir. Il y avait de la solidarité agissante. Il y avait de la solidarité. On nous a interdit d'accès. Oh là là. À la brigade, on n'était pas autorisé à rester dans l'enceinte. On nous a évacués. On est resté au portail jusqu'à quelques moments où on devait notifier la garde à vue à Virgile, craignant peut-être qu'on scande des slogans à la libération de Virgile ou qu'on envahisse le poste pour exiger sa libération. Astucieusement, on a commis le chef de poste pour nous dire de dégager des abords de la police judiciaire et de rester au loin. Et ils ont indiqué la distance. Et nous avons obtempéré. Nous avons bougé. Vous n'aviez pas le choix. On n'avait pas le choix, puisqu'ils sont armés et nous, à main nue. Donc, on n'avait pas le choix. On a obtempéré. On était là quand les avocats sont sortis pour un point de presse de ce que l'audition a été. Alors, ils nous ont fait la synthèse de l'audition. Et tour à tour, Maître Bago et Maître Baparapé nous ont fait comprendre que quand le journaliste est venu, on lui a demandé, on a cherché d'abord à vérifier son identité. Ce qui fut fait. Après, on lui a joué l'élément incriminé. Et on lui a posé la question de savoir si c'est effectivement sur sa chaîne que ça a été diffusé. Si c'est effectivement lui qui l'a diffusé. Il a reconnu, oui, que c'est lui. Et après, on lui a demandé les preuves de ces allégations. Pour ce que je sais, pour ce que j'enseigne, c'est la personne qui se sent diffamée qui apporte la preuve de ce qu'on l'a diffamé. Le journaliste qui, supposé avoir diffamé, garde ses preuves, d'accord, ne livre pas sa source
et peut partager au besoin ses sources et ses preuves avec ses conseils. C'est ce que moi, on m'a appris. Donc, si vous pensez que le journaliste n'est pas dans la vérité, c'est à vous de le confondre avec vos preuves, d'apporter vos preuves pour le confondre. Bien. Et donc, on lui a demandé les preuves de ces allégations. Si vous avez bien suivi l'élément, je ne sais pas si vous avez suivi l'élément, si vous l'avez suivi, le journaliste a fait un enrobé. Alors, le travail pour lequel nous avons été formés, nous ne pouvons pas faire ce travail sans la collaboration des personnes ressources, des témoins des événements. Pour illustrer les affirmations. Les affirmations. Des gens se sont librement, j'insiste sur le caractère libre, parce qu'ils n'ont pas été forcés par le journaliste qui allait enquêter. Virgile a reçu l'alerte de dénonciation de certaines personnes qui lui ont fait savoir dans leur quartier qu'il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Et en tant que journaliste, il est descendu sur le terrain pour enquêter, pour chercher à comprendre. Il se trouve qu'il a rencontré des témoins qui lui ont fait des déclarations, qui ont reconnu avoir fait des déclarations à Virgile et qui, une fois interpellés par la police parce qu'ils ont été cités dans le document sonore par Virgile, se sont dédits. Mais comment est-ce possible? C'est la question que je me pose. Comment vous pouvez vous dédier? C'est-à-dire que moi, je fais une émission avec vous, je reconnais ma voix, je reconnais mes déclarations de faire là, et que vous diffusez ça demain, et après je dis que je ne me reconnais pas dans cet élément-là en tant que Romuald Lovbo, que je n'ai pas dit ça, alors que les voix sont là pour vous confondre. C'est quand même terrible. C'est terrible. Moi, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Bon, si c'est le cas, parce que les gens, certainement, il y a anguille sous roche, il y a peut-être des choses qu'on ne saura jamais. Ont-ils été intimidés? Je n'en sais rien. Ont-ils fait ces affirmations en se dédisant pour négocier leur liberté? Je n'en sais rien. Pour plonger le confrère? Je n'en sais rien. Ce sont des interrogations. Mais quel est l'intérêt de parler, de reconnaître sa voix sur les ondes aujourd'hui et de demain, de dire je n'ai jamais dit ça? Moi, je ne comprends pas. Les avocats ont été tout aussi surpris comme vous et moi. Les avocats se sont interrogés, ont posé des questions. Mais ça n'a pas suffi pour dissuader. À supposer même, chers confrères, que Virgile a fait dans de la diffamation. À supposer qu'il a fait dans de la diffamation. Les voies de recours sont connues. La police républicaine, qui est la police républicaine au service de la nation, a une direction de la communication, a une cellule de communication. Le porte-parole de la police peut monter au créneau pour apporter un démenti formel via un point de presse, via une conférence de presse. Ou alors, le porte-parole de la police républicaine saisit l'ODEM, saisit la HAC. Ou alors, le porte-parole de la police républicaine envoie un droit de réponse à l'organe qui a diffusé, à Crystal News, qui a diffusé l'élément. Donc, les voies de recours sont connues, mais elles ne sont pas inventées et elles n'ont pas été utilisées. Mais la police dira que c'est son pouvoir discrétionnaire de procéder, peut-être comme elle le fait. Vous savez, c'est quand même pas un crime qu'on interpelle celui à qui on reproche quelque chose pour comprendre ce qu'il y a derrière. Vous savez, cher Peggy, en réponse à votre question, je vous dirais que la police pourrait disposer de ce pouvoir discrétionnaire si elle n'était pas citée dans le document sonore. La police est une des parties ou une des voix, des noms cités dans le document. Donc, à partir de ce moment, la police ne peut être jugée partie. La police ne peut conduire cette enquête, cette interpellation de façon impartiale, de façon indépendante, puisque elle est déjà dans le dossier. Oui, mais raison de plus pour elle quand même de chercher à comprendre d'abord avant d'enclencher quelques procédures que ce soit. Oui, mais quand on a cherché à comprendre, il y a des voies de recours pour comprendre. La police peut exercer son droit de réponse. Et les tests en la matière précisent que la police peut saisir la justice. Oui, c'est ce qui est en train d'être fait là. Oui, la police peut saisir la justice, mais la police en saisissant la justice ne peut pas
le PV d'audition, qui établit le PV d'audition qu'on transmet à la justice? C'est la police. Mais la justice a tous les moyens de contredire. Mais la police, le PV sera taillé sur mesure à partir du moment où c'est un individu, un organe contre la police, d'accord? Et Virgile, officiant au nom de Crystal News, qui représente Crystal News en tant que directeur de l'information dans ce dossier-là, contre l'organe qu'on appelle police républicaine cité dans le document, vous voyez que il y a plus d'équilibre. La balance pèse beaucoup plus du côté de la police républicaine parce que c'est elle qui, en dernier ressort, produit le PVA transmettre au procureur. Donc, mais là, la justice aura quand même tout le pouvoir pour redresser cette balance-là. Vous savez, Peggy, dans le dossier, l'autosaisine du tribunal me conviendrait parfaitement. Cette option sera beaucoup plus impartiale parce que la police peut s'autosaisir et commettre des personnes avisées, des personnes compétentes pour conduire le dossier et lui en rendre compte. Mais à partir du moment où vous êtes deux parties en conflit et que c'est votre adversaire qui doit produire un PV, au procureur qui doit statuer à partir de ce PV, les jeux sont faussés. Je pense que de façon impartiale, de façon neutre, le tribunal peut conduire ce dossier-là et traiter sur les mêmes pieds d'égalité et le journaliste qui a diffusé et la police républicaine qui se sent offensée ou qui se sent diffamée dans ce dossier-là. Ce qui n'a pas été le cas. Les jeux sont faussés depuis le départ. La police n'a pas qualité pour être citée dans le dossier, a conduit ce dossier. Je continue de le dire. On ne peut pas être jugé parti. C'est pas possible. Mais il se trouve quand même que c'est la police qui, quand même, aujourd'hui, est tenue de détruire un dossier comme celui-là. Non. Est-ce qu'une autre bien sûr, le tribunal, corporation bien sûr, du pays aurait pu aller chercher Virgile, lui poser des questions, le mettre en garde à vue avant de le transmettre? On n'a pas à mettre Virgile en garde à vue. On n'a pas à le mettre en garde à vue. Virgile, pourquoi? Ouais, mais Virgile n'a pas violé. Est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Il a commis quel crime? Dites-moi. Virgile n'a pas violé. Virgile n'est pas un criminel. Virgile n'a pas tué. Virgile n'a pas comploté avec les djihadistes pour atteindre à la sûreté de l'État. Virgile n'est pas un terroriste. Virgile n'est qu'un journaliste connu de tout le monde au Bénin. Bon, donc à partir de ce moment, d'ailleurs, la forme de la convocation est téléphonique. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. On a appelé Virgile par téléphone. Il aurait pu craindre un enlèvement et ne jamais répondre à l'interpellation de la police judiciaire. Mais on l'a convoqué par téléphone et il a décidé de se rendre librement. Il aurait pu fuir le pays, mais il n'a pas fui le pays. Il s'est rendu de son propre chef avec ses avocats. On l'a écouté. C'est une personnalité publique. C'est un personnage public comme vous. Peggy Ludovic Dagba, vous êtes journaliste. Aujourd'hui au Bénin, on ne peut pas nier votre qualité de journaliste en tant que Peggy Ludovic Dagba. Vous avez quand même un parcours. Vous êtes connu de la profession. Et donc, Virgile n'est pas sorti étudiant en fin de formation en journalisme qu'on ne connaît pas au Bénin. Donc, on peut l'écouter. Et puisqu'il est venu se livrer lui-même, vous n'êtes pas allé le chercher. Vous pouvez le mettre sous convocation et le libérer. Et qu'il se mette à la disposition de la justice pour les besoins de l'enquête au besoin. Vous pouvez même confisquer ses pièces administratives. Vous pouvez confisquer son passeport pour qu'il n'ait pas à sortir du pays. Vous pouvez confisquer sa carte d'identité. Le Code de l'information et de la communication dit que la qualité de journaliste est attestée par la détention de la carte de presse. Virgile ayant sa carte de presse est journaliste. Et donc, à partir de ce moment-là... Sauf qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas dit qu'il est au-dessus de la loi. Nul n'est d'ailleurs au-dessus de la loi. Même pas le chef de l'État, le premier d'entre nous. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais n'étant pas au-dessus de la loi, faisons les choses comme la loi l'a voulu. Faisons les choses normalement. Même en cas de délit de presse. Il y a le code de l'information et de la communication qui lui est appliqué. Le code du numérique n'est pas le code à appliquer à Virgile. Virgile n'est pas un web activiste. Justement, à ce niveau-là aussi, un débat. Il y a pratiquement un an, ou quelques jours en plus, on a eu à assister à l'incarcération de deux confrères bien connus,
comment dirais-je, des tenants et travaillant dans un même Ignace organe. Sossou et Kazmik Pedjo. À part ces deux, il y a eu Hervé Aladé et le second dont le nom ne me vient pas, et ils ont été incarcérés. Et c'était également cette discussion, ce mélange de gens qu'on a reproché ce jour-là où, au lieu d'appliquer le code de l'information et de la communication, on est plutôt allé appliquer le code numérique. C'est des anomalies. Ce sont des anomalies que nous avons relevées quand on était en atelier sur la relecture du code du numérique. Et nulle part vous ne verrez dans le code du numérique le mot journaliste. Je vous mets au défi. Prenez le code du numérique et montrez-moi une seule fois que le mot journaliste a été utilisé dans le code du numérique. Parce que les journalistes ne sont pas concernés par le code du numérique. Le code du numérique est appliqué aux TikTokers, aux web activistes et autres. Les journalistes, leur code, c'est le code de l'information et de la communication qui prescrit la dépénalisation des peines privatives de liberté, qui remplace les peines privatives de liberté par des amendes. En situation, le procureur de la République, dans l'affaire dont j'ai parlé tantôt, a dit une fois que c'est sur les réseaux sociaux que les gens ont eu accès au journal, eh bien, il est pris comme un web activiste. En tout cas, c'est le code du numérique qui s'applique. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, la propension, c'est malheureux que nous soyons à des siècles de retard au Bénin. C'est dommage que nous ayons des têtes fêlées qui réfléchissent comme ça. On va pas utiliser de gros mots. Non, je n'utilise pas de gros mots. S'il vous plaît. Je n'utilise pas de gros mots. C'est assez révoltant que l'on réfléchisse comme ça. Nous sommes tous des intellectuels. Nous sommes allés à l'école. Le code de l'information vous est dit, vous ne verrez nulle part apparaître dans le code du numérique. Mais pourquoi on n'a pas pris cette précaution d'affirmer un peu, en tout cas dans un alinéa quelque part où qu'un journaliste prouve sa qualité de journaliste, eh bien que ce n'est pas le président Côte qui s'applique à lui. C'est la proposition que nous avons faite. C'est la proposition que nous avons faite à Parakou et à Ouida en atelier de relecture du code du numérique qu'on a envoyé à l'Assemblée. Mais les parlementaires ont relu le code en l'actualisant à leur bon vouloir selon leur intérêt tout récemment. Donc ils n'y ont pas inscrit ou inclus cette disposition-là? Non, jusqu'à maintenant. Et le plaidoyer continue. Nous travaillons tous les jours. Et ça veut dire que les fêtières ont du travail, ont du boulot. On a du boulot. On a vraiment du boulot parce qu'il est anormal. Écoutez, la propension aujourd'hui, donnez-moi un seul organe de presse en France aujourd'hui qui n'a pas son propre site. Est-ce qu'on peut idem au Bénin. Est-ce qu'on peut dissocier aujourd'hui un organe de presse qui paraît en support papier, en imprimé, physique, de son site de presse? Est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui la différence entre le site du matinal et le matinal en support et le journal lui-même? Dites-moi, est-ce qu'on peut faire la démarcation entre Peggy Ludovic Dagba, journaliste, officiant à Eden TV, Diaspora FM, et Peggy Ludovic Dagba sur sa page Facebook qui relaie .7 sur sa page Facebook. Donc il a deux qualités en fait, selon le code actuel. Selon le code actuel, on vous retrouve sur Facebook en tant que Peggy Ludovic Dagba. Vous êtes activiste. Vous êtes activiste. On vous retrouve ici dans l'émission .7 à Diaspora FM, à Eden TV. Vous êtes journaliste. Vous pensez que... Mais ça ne s'entend pas. Écoutez, c'est un peu comme Romuald Lobo, ministre de la Communication, quand je suis en conseil des ministres, et Romuald Lobo, vil individu, quand je franchis la porte de sortie du conseil des ministres. Est-ce que j'ai deux cartes d'identité qui portent Romuald Lobo? Je ne sais pas. Mais c'est une anomalie. C'est une anomalie. Et on a dit, à partir du moment où vous prouvez votre qualité de journaliste par la détention de votre carte de presse, on ne peut plus vous traiter comme un web activiste ou un TikToker et vous appliquer le code du numérique. On va incorporer maintenant les infractions, les charges qu'on vous reproche là au code de l'information et de la communication pour vous l'appliquer.
Mais c'est comme ça. Et en la matière, le code dit qu'on ne peut pas vous jeter en prison. Mais le contraire, comme l'a dit Jean Potompé à son âme, c'est le contraire. Non, moi je pense que on exagère un peu. Je pense très honnêtement qu'on exagère. Quelle suite vous prévoyez à cette affaire pour conclure, parce que nous devons aller sur le second sujet. Écoutez, cher ami, confrère, bien-aimé, bien respecté, Pégué, je voudrais simplement en appeler à la conduite professionnelle de ce dossier-là par chaque entité impliquée dans le dossier, notamment. Mais on n'a pas noté un soutien populaire à Vigile Avancé. Lui, si bien connu et tout. Bon, c'est vrai que on a eu la réaction de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui a demandé sa libération pure et simple. Oui, mais avant l'UPMB, il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre. Hein. Vous avez beaucoup de structures de réseaux et d'associations de journalistes hors du Bénin. Oui, mais comme d'habitude. Oui, qui ont exigé la libération et qui ont demandé pour certaines d'entre eux que le processus soit conduit de façon impartiale, neutre et professionnelle. Et je joins ma voix à ces personnes-là pour dire que le journaliste au Bénin n'a pas sa place en prison. Parce que c'est révolu, d'accord? Et si vous voulez savoir plus loin, je vous dirai, Pégué Ludovic Dagba, que moi, personnellement, Romuald Lobo, j'ai voté pour le chef de l'État en 2016. J'ai voté le président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que... C'est votre droit le plus absolu. Absolument. Le journaliste est un citoyen. Lors des campagnes électorales, le chef de l'État est allé au contact des journalistes. Et vous savez ce qu'il nous avait promis? Eh bien, il avait promis... J'y étais. Voilà, il nous avait promis que plus aucun journaliste ne fera la prison. Et ne serait-ce que pour ça, moi, je lui ai accordé mon suffrage. Moi, j'ai voté le chef de l'État parce qu'il a dit, on mettra le mécanisme. Et il a convaincu, il a séduit par son argumentaire. Et moi, pour moi, les délits de presse aujourd'hui ne sont pas des délits à incorporer au code du numérique. Et donc, la suite dont vous me demandez, n'allumons pas tristement des projecteurs sur notre pays. On n'en a pas besoin. Nous sommes déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une période assez délicate. Nous sommes dans la fièvre électorale. Et donc, nous allons ouvrir les campagnes électorales. Le chef de l'État a demandé à ce que ce soit une fête. Ces élections-là soient vraiment une fête, comme on en a l'habitude ici. Et pourquoi voulons-nous endeuiller ces fêtes-là? Par l'incarcération d'un journaliste ou de l'extérieur, les yeux sont tournés vers le Bénin, les projecteurs sont allumés sur le Bénin, on veut tristement rendre célèbre quelqu'un, on veut écorcher et en même temps écorner l'image du Bénin à l'international, on veut, au lieu de taire ce dossier-là, parce que le libellé n'est même pas bon, le libellé n'est même pas bon pour nous, parce qu'on parle des droits de l'homme, au lieu d'enterrer ça, qu'on en parle entre nous, et qu'on enterre ça, que ça ne fasse pas grand bruit. On veut faire grand bruit autour et allumer des projecteurs sur le Bénin pour qu'on dise que c'est au Bénin que il y a des exécutions sommaires, des exécutions extrajudiciaires. C'est pas bon à entendre. On va pas dire ça. De toute façon, c'est pas bon. De toute façon, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et de lutte contre le terrorisme, est sur l'affaire. Et je pense que c'est pas bon. va élucider ce mystère. Franchement, et que très rapidement, c'est pas bon. Notre confrère recouvre sa liberté. Je crois que en tant que patriotes, nous devons fermer rapidement cette page-là et ouvrir une page plus gaie. Une page glorieuse. Une page glorieuse comme la page de l'euphorie électorale qui va s'ouvrir dès demain. Donc, écoutez, moi je pense que on a beaucoup à faire. On n'a pas besoin de faire de la publicité gratuite ou de rendre un journaliste héros et tout. Franchement, concentrons-nous. Des efforts sont faits par le régime qui est là. Il faut le saluer. Il y a eu la revalorisation. Les salaires. Des gens ont eu un plus sur leur salaire. Cette fin du mois-ci, c'est à saluer. Une fin d'année colorée pour eux. Voilà. On a de plus en plus. Et comment faire pour qu'il en soit aussi ainsi pour les autres? Pour les autres. Ceux qui sont du privé. Du privé. Vous et moi. C'est le combat du chef de l'État. Et je le soutiens dans ce combat-là. Le chef de l'État a le soutien ferme de tous les agents du secteur privé dans ce combat-là. Parce que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Donc,
On a besoin de ces trucs-là, de parler de choses gaies pour notre pays, d'accord? Et parlant de choses gaies, nous embrayons en même temps sur le deuxième sujet. C'est l'ouverture de la campagne vendredi. Oui, avant de répondre à votre... Vous tenez quand même à conclure. Oui, je tiens à conclure. Sur ce sujet. Je tiens vraiment à conclure. Je voudrais prier chacun de nous, impliqué dans la conduite de ce dossier, à conduire avec maestria, avec sagesse, avec sagacité, ce dossier-là, pour inscrire nos noms dans l'histoire du Bénin. Je voudrais simplement plaider la libération de notre confrère Vigile Armancet. Je plaide pour sa libération, qu'on le mette au besoin sous convocation, qu'il réponde régulièrement aux convocations pour faire la lumière sur les faits qui lui sont reprochés, et qu'on le laisse fêter en famille. On n'a pas besoin. Ses enfants ont besoin de lui. Sa famille a besoin de lui. Donc, je me remets au cœur paternel du chef de l'État, qui en dernier ressort est le dernier rempart, qui peut demander au besoin qu'on ferme les yeux sur ça et que, en famille, que nous fêtions dans l'allégresse, dans la joie au Bénin, et que les élections se déroulent très bien. Pour en revenir à votre question par rapport aux jours électorales, qui s'ouvre. C'est la campagne électorale. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer toutes les structures d'État, toutes les institutions qui ont été impliquées de bout en bout depuis le départ jusqu'à maintenant, à la veille de l'ouverture de la campagne dans le processus électoral. Je voudrais saluer le Conseil électoral, saluer la Cour constitutionnelle, saluer la Sénat, saluer l'ANIP, saluer tous les corps constitués de la nation qui se sont sacrifiés, en tout cas, pour faire de ces moments des moments de fête, comme l'a souhaité le chef de l'État. Et donc, pour ces mêmes campagnes, chacun a fait ce qu'il avait à faire. Les partis politiques ont été reçus par le Conseil électoral, notamment la Sénat, qui leur a dit ce qu'ils doivent faire. Ils ont signé une charte de paix. L'ARAC a sorti, pour ce qui concerne les professionnels des médias, les organes autorisés à couvrir la campagne électorale. L'ANIP a mis la liste électorale à la disposition de la Sénat pour des besoins. La liste des superviseurs, des coordonnateurs est sortie, donc tout est fin prêt. Et on va souhaiter que le processus tel que commencé, d'accord, sans qu'il n'y ait de violence verbale, sans qu'il n'y ait de contestation majeure. Même si, oui, contestation au départ, mais tout a été, tout est mis dans l'ordre. Il y a eu les difficultés à planer. Oui, et que désormais, maintenant, bon, la compétition est ouverte et que nous ne sommes plus à ce stade-là. Il est à souhaiter que la sagesse qui a prévalu à ces différents stades, à ces différentes étapes du processus, eh bien, que cette sagesse continue d'éclairer, de visiter les acteurs impliqués pour que nous ayons des élections assez responsables, assez transparentes, assez sécurisées, pour qu'on n'ait pas assez de contestations ou de litiges électoraux au lendemain du scrutin. Parce que nous avons trop de retard à rattraper au Bénin. Et on ne va pas se concentrer sur des disputes inutiles. Avançons, mais avançons dans la qualité. Donc, que chacun se surveille, et que demain, que le voleur ne vienne pas crier voleur, ou que celui qui crie au voleur soit lui-même le voleur, que des gens se surveillent pour que demain, au sortir de ces élections-là, qu'on n'allume pas inutilement des projecteurs sur le Bénin, que le Bénin reprenne avec ses habitudes des élections, et que l'on continue par dire au Bénin que nous sommes une terre de démocratie, que la démocratie évolue au Bénin, elle est vitale au Bénin, sa vitalité n'est plus à prouver, et que cette forme de démocratie nous ouvre des portes d'opportunité. Donc c'est ce qui a souhaité, que chaque acteur politique joue son rôle, que nous n'ayons pas des passes d'armes,
que la campagne se déroule dans des conditions de paix. Mais est-ce qu'il y a des raisons de craindre qu'il y ait de ces passes d'armes? Non, vous savez que il y a eu crispation de la situation sociopolitique au Bénin pendant très longtemps. C'est maintenant qu'on assiste de temps à autre, petitement, progressivement, à un dégel de la situation. La tension tombe. La tension, voilà, tombe. Vous le dites si bien, c'est la plus belle expression qu'on se doit d'utiliser en ce moment. Et je crois que on n'a pas besoin d'insulter un chef d'État avant de faire passer son projet de société quand on sera à l'Assemblée. On n'a pas besoin de ça. On peut faire abstraction aux missions du chef de l'État et dire aux gens, c'est-à-dire se concentrer sur son projet, point par point. C'est ce que je compte faire. N'allons pas dans des critiques parce que tous les partis politiques aujourd'hui au Bénin, les partis politiques ont pour mission de contrôler l'action du gouvernement, de critiquer le gouvernement. C'est vrai, ce sont les députés qui contrôlent l'action du gouvernement. Les partis politiques aussi ont ce pouvoir-là de contrôler, de vérifier, de veiller au bon fonctionnement de la gouvernance aux besoins. Et s'ils ne sont pas d'accord, de critiquer, de faire des propositions alternatives pour aller conquérir le pouvoir de l'État et de l'exercer. Et donc, à partir de ce moment, concentrons-nous sur les missions, sur les cahiers de charges de chacun. Laissez le chef de l'État, il est élu pour un mandat de 5 ans. Il est en plein exercice. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est votre droit. Ils viennent quand même pour travailler avec lui, travailler à apprécier son travail. Voilà. Mais écoutez, ils n'ont qu'à se concentrer sur ce qu'il propose. Voilà ce que le chef de l'État, lui, en ce moment où nous parlons, propose déjà aux Béninois. Et qui est en train d'être fait. Et qui est en train d'être fait. Il est dans son PAG qu'il exécute. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous trouvez des insuffisances à ça, préparez-vous. À qui vous vous adressez? À l'ensemble des partis. À l'ensemble des partis politiques. Non, mais appelez un chat un chat. Non, à l'ensemble. Vous vous adressez à l'opposition? Non, pas forcément à l'opposition, à tous les partis politiques. Je ne vois pas l'Union progressiste. Vous pensez que... Je ne vois pas l'Union progressiste, je ne vois pas encore BR, encore moins UDBN et autres, aller dénoncer des actes du chef de l'État. C'est vous qui le dites. Vous pensez que tous ceux qui sont dans le BR, dans UDBN, sont d'accord avec la gouvernance. Ils ne le disent peut-être pas devant... Mais s'ils sont pas d'accord, ils ne le disent... Ils ne seraient pas dans la mouvance. Mon cher ami, ils ne le disent peut-être pas devant caméras et micros, mais ils ont peut-être le canal ou le creuset pour se le dire, ou pour le faire... Est-ce que c'est normal? Mais écoutez... Est-ce qu'on peut encore assister à des choses comme ça? C'est une option. C'est une option. La loi interdit ça. Ah non. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État, vous êtes dans sa mouvance. Comment pouvez-vous être dans sa mouvance et ronchonner? Ah non, ils sont dans sa mouvance, ils apprécient certaines actions qui, pour eux, peuvent être améliorées, qu'ils portent à l'attention du chef, sans forcément venir devant micros et caméras pour critiquer cela. C'est une option. C'est une option. On peut balayer sa maison sans que celui qui est au dehors ne sache que la maison est en train d'être balayée. Tout à fait. Donc, c'est une option et on peut le leur concéder quand vous approchez certains parmi eux. Mais écoutez, c'est une vue de l'extérieur quand vous pensez qu'ils sont de la mouvance et ils ne peuvent pas tenir ce discours-là. Il y en a qui tiennent des discours de critique. Est-ce que vous croyez que c'est tous ceux qui ont déposé leur dossier pour être candidats aux législatives qui ont été sélectionnés par les blocs présidentiels? On leur a essuyé le visage, on a essuyé leurs pleurs, leurs larmes. Pas du tout, ils ont été calmés. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. J'ai entendu des présidents d'institutions, des présidents de partis politiques appeler ceux qui n'ont pas été alignés, comment dirais-je, positionnés, vous croyez à avoir quand même à comprendre et ça à travailler. Pour consoler les gens, je peux vous rassurer qu'il y a plein de frustrés dans les deux blocs aujourd'hui qui n'ont pas trouvé de place. Et ils sont en train de travailler. Et qui sont contre la façon dont les sélections ont été faites. Ça, là, par exemple, ils ne sont pas venus devant micro et caméra le dire, par crainte de représailles ou peut-être pour qu'on ne les sanctionne pas pour avoir violé une disposition de la charte de fonctionnement de leur parti. Mais qui le disent à voix basse. Quand vous les approchez, ils partagent leur frustration avec vous. Ils critiquent aussi les actions du chef de l'État. La galerie marchande qui va être faite au stade de l'Amitié, notamment, je veux parler de la ceinture du stade de l'Amitié. Vous pensez que c'est tout le monde qui est d'accord? Mais je vois des gens qui ronchonnent. Des gens ont perdu leur gagne-pain. Oui, je vois des gens qui ronronnent, qui ronchonnent, mais qui sont des blocs.
dont je ne veux pas donner des noms ici. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que les gens sont forcément avec vous qu'ils partagent forcément votre vision. C'est-à-dire, c'est du genre, comme on le dit dans notre langue au Bénin, ou le port ou vous. C'est-à-dire, hypocrisie. Nous sommes ensemble avec toi, nous te voyons, on te sert ce que tu veux entendre, mais on te tourne dos. Mais c'est autre chose qu'on parle. On te pouffonne proprement. Oui, on te pouffonne. On te calomnie proprement. On dit partout, à voix basse, qu'on n'est pas d'accord avec cette personne. Ne pensez pas que c'est seulement ceux qui sont des blocs présidentiels. Je m'adresse à tous ceux qui prennent part à la compétition électorale. Non, il n'y a pas que les gens des blocs présidentiels. Je m'adresse à tous les acteurs politiques parce que la paix au Bénin, l'image que le Bénin va refléter hors du Bénin dépend d'eux. Si les gens doivent parler bien du Bénin à l'extérieur, ça dépend des acteurs politiques. Ça ne dépend pas de vous et moi. Vous et moi, nous ne sommes pas estampillés. Nous ne relayons que ce que nous entendons. Voilà. Donc, nous ne sommes pas estampillés. Donc, il n'a qu'à cultiver la paix. La paix. La paix. Parce que sans la paix est le socle de toute démocratie. Et aujourd'hui, nous avons un pédigree. Nous avons des antécédents. Je ne voudrais pas rappeler les législatives de 2019, encore en mémoire. Donc, fermons la page mais aujourd'hui, et ouvrons une page glorieuse, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, Rumia Logbo, c'est quand même heureux qu'on n'ait plus l'image de 2019. Les choses ont totalement changé. On va dire c'est de l'extrême gauche à l'extrême droite. On va dire simplement que c'est la première fois sous le régime de la rupture depuis 2016. À 2026 bientôt, c'est la première fois que les élections ont été réellement ouvertes. Les élections ont été fermées de tout temps. C'est la première fois qu'on vous êtes journaliste, enregistré. Oui, absolument. Vous appréciez. Mais écoutez, il y a eu, c'est dans ce pays on a couvert, non, exclusion pour certificat de conformité. Ou bien, je n'invente rien. Et on a dit que ces gens-là ne participeront pas à la compétition. C'est dans ce pays, vous et moi, on a couvert, on a dit faute mineure sur des dossiers. On a exclu ces personnes, on a dit faute majeure. Voilà, que vous ne participerez pas à la compétition. C'est dans ce même pays qu'on a dit ici allez allez prendre vos quitus fiscaux. Des gens ont été bloqués. Ils n'ont pas pu avoir accès à leur quitus. Mais toujours avec ces quitus, les gens sont autorisés aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est réellement aujourd'hui qu'on a eu des élections ouvertes. C'est la première édition sur ce qu'on a organisé ou nous organisons depuis 2007. La preuve est que vous avez vu comment les législatives dernières ont été. Vous avez vu comment les municipales ont été. Il n'y avait pas de la compétition. Vous avez vu les présidentielles. Est-ce que le taux de participation va changer aujourd'hui? Franchement, on va. Le 8 janvier prochain. Vous savez. Parce que ça a été, comment dirais-je, la star, des élections depuis 2016. C'est une question assez énigmatique. Vous me plongez, vous me demandez de plonger dans un océan vide. Mais regardez alors dans votre boule de cristal. Je pourrais quand même vous dire que la fatigue électorale a gagné certains compatriotes. Lorsque vous circulez, que vous laissez traîner vos oreilles en tant que journaliste, vous écoutez beaucoup. Vous en entendez. Oui, les gens sont déçus. La déception a gagné la vie des Béninois, ce qui fait qu'ils n'ont plus un intérêt à aller au vote. C'est vous qui les sensibilisez aujourd'hui, en tant qu'acteurs neutres dans le débat, d'aller exprimer leur droit de vote, qui est un droit citoyen, d'aller exprimer leur citoyenneté par leur suffrage. Parce que les gens se disent aujourd'hui, Peggy, je vais voter pour gagner quoi en retour? Je vais voter si finalement celui pour qui je vote là, il ne va pas siéger là-bas. Je vais voter quand on aura dit qu'on a annulé des voix. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Il y a une sorte de lassitude. Il y a une sorte de lassitude, vous le dites si bien. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques la fatigue électorale qui a gagné des Béninois. Les Béninois ne sont plus trop intéressés par le vote parce que beaucoup ont cru en Patrice Talon, président de la République, alors candidat devenu président de la République.
on a pris le chef d'État pour sauveur. Mais aujourd'hui, beaucoup ne s'identifient plus à ce sauveur-là, même si ce sauveur-là travaille à rebondir. Donc, il en faut beaucoup pour convaincre les gens à aller voter pour améliorer le taux de participation. C'est vrai, avec l'ouverture des élections aux partis dits de l'opposition désormais. Pourquoi dit? Oui, bon, écoutez, c'est ici, vous avez appris que le parti politique de Irénée Agossa était de l'opposition. Mais vous avez vu hier ce parti qui est de l'opposition qui appelle ses militants à dire voter pour l'Union progressiste, le renouveau. Donc je dis de l'opposition, je dis des partis supposés de l'opposition. Je ne peux pas dire que dans l'ADN tel parti est de l'opposition. Je ne serai pas surpris aussi demain qu'on me dise que les démocrates appellent à voter pour le bloc républicain. Moi, de toute façon, nous sommes dans un pays où plus personne ne fait confiance à l'autre aujourd'hui. La confiance a déserté le forum. Plus personne, on ne se fait confiance qu'à soi-même désormais. Donc, c'est moi qui sais ce qu'on veut. C'est moi qui sais ce que je veux, pour qui j'ai la conviction de voter. Moi, je ne tiens plus compte aujourd'hui de partis politiques au Bénin. Si vous me séduisez comme le chef de l'État m'a séduit en 2016, volontiers je vote pour vous. Mais si vous ne me séduisez pas par votre discours, par la qualité du projet que vous soumettez à notre vote, moi je vous regarde seulement et je vous logne. Je continue mon chemin. Donc on ne se fait plus confiance. Le type a tout le temps dit que lui il est de l'opposition. Mais à la veille des élections, où son parti a été exclu de la compétition parce que ne remplissant pas les conditions, il appelle à voter pour un parti de la mouvance. Vous voulez que je dise quoi? Où les gens lui ont toujours dit qu'il a été ceci, cela, qu'il a été traître, on lui a fait ce procès-là, qu'il est allé au présidentiel avec le chef de l'État parce que on lui prête des intentions que je ne veux pas relayer ici par ailleurs. Non. Et que aujourd'hui il travaille à donner raison à ces personnes-là. Vous voulez que je dise quoi? Donc, on peut être surpris à tout moment. La surprise peut venir de partout, à tout moment. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas à qui faire confiance, mais de toutes les façons, c'est vrai, la fatigue électorale a gagné les Béninois. Est-ce qu'on va avoir sensiblement, je pense, et ça, ce sont des pronostics, on va sensiblement obtenir une amélioration en termes de chiffres, de taux de participation. Non, je ne peux pas me prononcer là-dessus en termes de chiffres, mais je sais aujourd'hui. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas. Les Béninois sortiront? Non, je ne suis pas pessimiste. Vous savez, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir quand vous les sensibilisez en tant que journaliste. Ils vont sortir. Oui, les Béninois vont opérer leur choix pour une fois que la compétition est ouverte. Mais je ne pourrai pas avancer personnellement de chiffres ici pour dire ce que le taux de participation sera. Robert Logo, c'est fini pour point 7 de cette semaine. Ah, écoutez, ça va très vite. Je vous remercie une fois encore pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs qui sont restés en notre compagnie de bout en bout pour suivre cette émission. Je crois qu'on a des raisons d'espérer. L'espoir est permis au Bénin. Et nous aurons, comme l'a souhaité le chef de l'État, des fêtes électorales parce que coïncidant avec les fêtes de fin d'année, j'espère aussi que les candidats vont s'armer matériellement parce que la période s'y prête. On ne viendra pas nous voir à la maison solliciter nos suffrages les mains vides. Je ne demande pas de corrompre. Vous êtes en train d'appeler à la corruption active en période festive et électorale? Non, pas du tout. Vous savez, c'est une fois, c'est une expérience que nous sommes en train de faire. Vous savez, vous ne pouvez pas venir chez moi en tant que candidat sans que je ne vous offre de l'eau. Et je ne peux aller à vous sans que vous ne m'offrez de l'eau. Merci. Puisque nous sommes en période de fête. Alors je profite pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les compatriotes et que le Seigneur continue par inspirer nos dirigeants et que le meilleur soit pour le Bénin, notre pays. Merci à vous, Robert Logo. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.